On accueille avec grand plaisir Laurent Duclos qui nous a parlé dans un précédent module des bénévoles, mais notre directeur de la région Grand Est, alors c'est quoi le sport universitaire? C'est assez pointu. Ancien rugbyman. Exactement. Et ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui non pas de rugby, quoique la France va bientôt accueillir la Coupe du Monde sur son territoire en 2023. On va parler de tous les ingrédients. On parle souvent de fondamentaux dans le sport. Il y a des fondamentaux, il y a des bases non négociables. Et bien quand on crée un événement, il y a des bases non négociables. Tu as eu, juste un petit retour d'expérience, tu as créé quoi? Tu as inventé pas mal de championnats ici, pas mal de grosses compétitions. Oui, puisque en fait, de par mes missions au sein de la Fédération française du sport universitaire, je dois, au cours de chaque saison universitaire, implanter globalement entre 1 et 3 championnats de France universitaires sur l'année. Donc voilà, j'ai quasiment une dizaine d'années d'expérience, vous multipliez ça par le nombre d'événements que j'ai pu organiser. Donc globalement, oui, j'ai organisé une vingtaine de championnats de France universitaires. J'ai également... j'ai une certaine appétence pour l'international, donc j'ai organisé un championnat d'Europe de judo et 4 matchs internationaux, 2 en rugby et 2 en football. Alors, tu parles d'appétence, ça veut dire qu'il y a une curiosité, il y a une envie. Pourquoi créer un événement? Ah, mais parce que il y a une certaine envie déjà de créer des événements sportifs d'ampleur. Je suis fan de sport depuis ma plus tendre enfance, et que lorsqu'on a l'occasion de préparer un championnat de France et de délivrer des titres de champion de France, il y a une vraie satisfaction à le faire, une vraie envie également d'accueillir les athlètes dans les meilleures conditions possibles, sur les meilleures installations possibles aussi, et de faire un événement qui soit très haut en qualité pour que derrière également les prestations, les performances soient très hautes. Alors Laurent, on dit souvent que le système français, la mentalité française n'est pas faite pour le sport, soit le sport d'élite, le sport de masse. Mais qu'est-ce que peut apporter concrètement un événement? C'est de la communication, c'est de l'enracinement, de l'ancrage territorial. Qu'est-ce que ça peut apporter? Je dirais dans un premier temps la dynamique, véritablement. La dynamique sur un territoire est quand même super importante. Et puis le fait de faire venir des athlètes, par exemple je parle d'un championnat de France, alors selon bien évidemment la discipline, le nombre d'athlètes accueillis va varier, mais là sur chaque championnat de France qu'on peut organiser, on a entre 3, 4, 500, 600 personnes qui vont venir sur un temps donné, sur un lieu. Ils viennent pour leur performance et le championnat en lui-même, mais derrière ils vont également découvrir une ville, ils vont découvrir une atmosphère, un cadre de vie parfois qui peut les emmener, les encourager à revenir sur place ultérieurement, ou parfois qui va vraiment les marquer et les encourager à s'installer. Parce que ils ont des infrastructures qui leur plaisent, ils vont rencontrer des gens aussi qui vont peut-être leur plaire et qui vont s'installer sur un territoire. Et puis également, il y a toute la dynamique de rayonnement par rapport à ce territoire-là. Moi, par exemple, tous les événements que j'organise, je les fais pas de façon autonome, ils sont toujours en relation avec les institutions, avec les collectivités, et qui voient également un intérêt dans cette dynamique. On va essayer de décrypter après les étapes à suivre, bien évidemment, mais j'aimerais comprendre finalement qui peut créer un événement, qui peut inventer un événement, qui peut gérer ça. Alors, on ne va pas dire tout le monde, puisque effectivement il faut avoir quand même une structure derrière. Donc moi, pour ma part, j'ai une structure associative. Et il y a également des structures professionnelles qui le font très bien, hein, tous les organismes d'événementiel sportifs. La plus connue est bien sûr ASO, par exemple, qui est un monstre véritablement. Et oui, qui organise le Paris-Dakar, le Tour de France, des grandes classiques de vélo, le marathon de Paris, plein de choses. Exactement, c'est un monstre international. Et après, il y a des structures qui sont beaucoup plus petites. Et puis, il y a également des institutions qui le font. Donc, par exemple, je parlais des collectivités, il y a des communes qui organisent des événements. J'étais encore en relation en téléphone avec une très récemment, et qui souhaitait organiser par exemple une color run. Donc les communes peuvent les organiser. Des structures comme la mienne au niveau universitaire, au niveau également lycée et collège, hein, avec l'UNSS qu'on connaît très bien, vont organiser ça. Et puis les clubs vont le faire également via leur ligue et fédération unitaire. Alors pour aider ceux qui nous suivent dans cette formation, j'aimerais qu'on donne quelques clés, parce que la curiosité, le petit paradoxe de créer un événement, c'est que on parle du point final, donc j'ai mon événement, j'ai l'idée de mon événement, mais en fait tout le rétro-planning va s'opérer dans l'autre sens. Donc sont quoi les étapes? Déjà c'est une date pour l'événement avec la spécificité de l'événement en question. Oui, alors même avant de parler de la date, il faut déjà regarder si on a les moyens d'accueillir l'événement.
Donc je parlais d'infrastructure, c'est important, voir également quels sont les partenaires qui vont accepter de nous accompagner dans cet événement. Je parlais d'institutions puisqu'on a souvent des subventions, hein, même les organismes privés, on parlait de l'ASO par exemple, l'ASO ne va pas s'implanter gratuitement sur un endroit, l'étape du Tour de France n'est pas gratuite. Donc il faut impérativement derrière qu'il y ait des collectivités qui acceptent et qui signent véritablement pour accueillir l'événement et qui mettent des moyens financiers, des moyens humains et éventuellement également des moyens logistiques. Ensuite, voir également s'il y a d'autres partenaires, notamment des partenaires privés, qui vont pouvoir nous accompagner dans la construction de cet événement. À partir de là, une fois qu'on voit qu'on a un foyer qui est correct pour pouvoir implanter l'événement, effectivement, on va choisir la période qui est la plus favorable. Et si on parle d'un gros événement sportif, eh bien, les sportifs le savent, il y a des calendriers nationaux, internationaux qui sont extrêmement contraints. Et donc, la fenêtre de tir est souvent très réduite. Et ensuite, à partir de là, tu parlais du rétroplanning, c'est un élément essentiel. Et ça, c'est non négociable, hein. Sachez-le bien pour vos structures, pour votre apprentissage. Le rétroplanning est non négociable, avec des points étapes non négociables. Bien sûr, et sur différents items, de nombreux items, qui vont faire que l'événement va se construire sur la durée, véritablement. Moi, par exemple, pour la construction d'un championnat de France, on est sur une période d'1 an et demi, à minima, voire 2 ans. Je parlais d'événements internationaux. Un événement international ne peut se construire que sur 2 à 3 années, globalement, entre le dépôt de dossier, l'acceptation et la construction effective de l'événement. Les erreurs à éviter, ça passe par la création d'une équipe. On ne peut pas gérer tout seul. Absolument. Donc il faut vraiment avoir une organisation, un comité d'organisation. Exactement. Et ce comité d'organisation va être ultra important puisque je parlais de différents items dans le rétroplanning. Et bien, cette répartition des tâches va être essentielle. C'est-à-dire qu'une seule et même personne ne va pas pouvoir tout gérer. Si au départ cela paraît à peu près réalisable, plus on va approcher de l'événement, plus la pression va se resserrer et va faire qu'à un moment donné, les nombres de tâches et la durée des tâches et l'intensité des tâches ne va pas être supportable par une seule, 2 ou 3 personnes. Il faut véritablement avoir une organisation, une certaine hiérarchie dans l'organisation pour que derrière, tout cela puisse être programmé et réalisé en temps et en heure. Ouais, alors ce qui est important, c'est que les équipes peuvent éventuellement travailler en autonomie, si ce n'est qu'à un moment ou un autre, et régulièrement, il faut un contrôle du comité. Des points d'étape. Des points d'étape, ça consiste à quoi très exactement? Eh bien, tout simplement, c'est reprendre le rétroplanning, justement, puisqu'il y a des deadlines qui sont posées dans le rétroplanning, reprendre le rétroplanning et donc vérifier qu'à un moment donné, les choses qui ont été programmées sur la précédente réunion ont bien été réalisées. Ne pas attendre également lorsqu'il y a des difficultés, les accrochages, des choses qui font qu'on est un petit peu en difficulté dans les tâches qui nous incombent, ne pas hésiter à en parler, en référer à d'autres personnes du comité, voire même au-delà. Je pense notamment aux organisateurs précédents, par exemple, pour savoir s'ils ont connu également les mêmes difficultés, comment ils les ont résolues. Cela va nous faire gagner du temps. Et cette histoire-là de rétroplanning est très importante, puisque c'est vraiment le gros piège pour moi, avec peut-être également le piège financier, mais c'est vraiment le gros piège de se dire qu'on a du temps. En fait, le temps passe extrêmement vite et qu'à un moment donné, lorsqu'on va envoyer des sollicitations, des demandes, eh bien, des délais de traitement qui sont parfois incompressibles, qui font qu'on va rapidement se trouver en zone rouge. Un mot peut-être, Laurent, sur les différents types d'événements qu'on peut imaginer. Il y a les événements de masse, sport professionnel, sport universitaire, sport amateur, mélange des genres. Il y a plein de possibilités en fait, le champ des possibles est très vaste. Oui, le champ des possibles est très vaste et puis là on parle encore d'événements, on va dire d'événements institutionnalisés puisque si on parle de sport professionnel, eh bien forcément derrière il y a une ligue professionnelle qui est là. Avec un cahier des charges dans ce cas-là à respecter. Avec un cahier des charges qui est très lourd, souvent même pour avoir déjà organisé une compétition européenne, même si on parle d'une compétition universitaire, il faut savoir qu'on est quand même extrêmement bien organisé. Le cahier des charges d'une compétition européenne est très lourd et les vérifications sont assez nombreuses. Ce sont toutes les obligations à respecter pour le coup. Exactement, mais sur même des points de détail, sur des visuels, sur la structuration de l'équipement qui va accueillir la compétition, la façon dont on va s'organiser les flux, par exemple des personnes. Et tout ça, c'est des points qui sont essentiels et qui sont bien documentés
et qu'il faut impérativement intégrer, d'autant plus que lorsqu'on parle d'une compétition internationale, elle vient, le cahier des charges on trouve en anglais, donc il faut pouvoir maîtriser la langue, être capable également de converser avec ces personnes en anglais, donc parfois la compétence, il faut aller la chercher ailleurs. Donc ça, c'est autant de choses qui font que le temps est une donnée essentielle et que plus on va anticiper sur toutes les tâches, mieux on sera dans l'organisation. Et il y a quelque chose sur lequel il faut savoir aussi anticiper, c'est l'événement, le jour J, parce qu'attention, dès le lendemain, il n'y a plus rien, si ce n'est un débriefing, mais généralement on passe tout de suite à autre chose. Le jour J, ou peut-être même un peu en amont, ça va être le merchandising, la nourriture, les boissons. Donc là, il y a des chaînes du froid à respecter, des codes à respecter, qu'est-ce qu'on peut vendre, pas vendre. Tout ça, il faut aller chercher des informations. Où est-ce qu'un créateur d'événements peut se renseigner finalement? Alors, plus que les informations, il faut aller chercher la compétence, je dirais. C'est-à-dire, moi par exemple, sur tout ce qui va être l'aspect restauration, je vais chercher un professionnel de la restauration. Il y a des gens pour lesquels c'est leur métier et qu'à un moment donné... Ne surtout pas croire que vous pouvez tout faire tout seul. Non, absolument pas. Absolument pas. Il vaut mieux aller chercher des professionnels. Bien sûr, on va chercher à avoir un budget qui va être assez contraint, mais c'est là encore, c'est pour ça que précédemment je parlais de ces deux gros échecs possibles que sont la contrainte temporelle et également l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il faut avoir un aspect, un budget prévisionnel, et ça c'est vraiment très très important, qui est réaliste. On a parfois tendance à avoir un budget prévisionnel qui est plutôt faible, où on n'a pas une vue exhaustive de tous les postes de dépenses possibles, et qu'à un moment donné, eh bien, on se retrouve avec un budget qui explose littéralement, et ça on le voit même sur des grosses manifestations, parce que on n'a pas anticipé les éventuels problèmes ou toutes les dépenses qui allaient être occasionnées. Et donc à un moment donné, il faut quand même savoir que effectivement, on a des responsabilités, par exemple sur l'aspect restauration, la chaîne du froid est un gros problème, et qu'à un moment donné, cette responsabilité, eh bien, elle doit être déléguée. Très bien. Autre chose à ajouter sur ce volet-là, Laurent Duclos? Pas a priori. Pas a priori. Et ben moi, ce que je vous dis, c'est bonne organisation.